Lors de la fête de mon 21e anniversaire, j'ai discrètement signé la fiducie de $890 de ma grand-mère dans mon dos de mes parents pour la mettre dans une fiducie. Le lendemain matin, ma mère et mon oncle. Le matin de mes 21 ans, mon père m'a tendu une carte d'anniversaire avec un chèque de $500 à l'intérieur. Il souriait. Ma mère souriait. Mon jeune frère filmait la scène avec son téléphone comme si c'était un moment magnifique. J'ai souri, moi aussi. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que j'avais fait en sorte que personne ne sache, c'est que 3 heures plus tôt, j'avais déjà signé les documents finaux transférant l'intégralité de la succession de ma grand-mère à mon nom. La maison sur Sycamore Hill, les comptes d'investissement, la collection de bijoux anciens évalués à plus de $300 000. Absolument tout. Pendant que mon père rédigeait ce chèque d'anniversaire, pensant qu'il m'avait déjà spolié de mon héritage, j'étais assise au bureau d'un notaire dans un centre commercial de l'autre côté de la ville, signant mon nom à côté de celui de ma grand-mère. Il ne le savait pas. Il l'a découvert à 14h14. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, avant de vous dire ce que mon père a dit quand il a réalisé ce que j'avais fait, ce que cela a coûté à notre famille et ce que j'ai trouvé caché dans la chambre de ma grand-mère la semaine de sa mort, je dois vous ramener en arrière. Pas à l'année dernière, ni même à il y a 2 ans. Je dois vous ramener à un mardi après-midi, quand j'avais 11 ans, assise dans la cuisine de ma grand-mère, regardant ses mains se déplacer sur une pâte à tarte et l'écoutant dire quelque chose que je n'ai compris que la nuit où tout s'est effondré. Elle a dit, ceux qui prennent, Mara, ils croient toujours qu'ils le méritent. C'est ce qui les rend dangereux. Je pensais qu'elle parlait de mon frère qui volait le dernier biscuit. Ce n'était pas le cas. Je m'appelle Mara Ellison. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne du Midwest, le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires, sauf les choses qui comptent vraiment. De l'extérieur, ma famille avait l'air bien. Mes parents, Denny et Carol Ellison, étaient mariés depuis 26 ans. Mon père dirigeait une entreprise d'aménagement paysager qui marchait bien au printemps et survivait à peine chaque hiver. Ma mère travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire et passait le reste de son temps à gérer l'apparence d'une famille heureuse, ce qui est un travail à plein temps en soi. J'ai un frère. Il s'appelle Colt. Il a 3 ans de moins que moi, et il a toujours été, sans l'ombre d'un doute, le favori de mes parents. Je dis cela sans amertume maintenant, juste avec la précision neutre de quelqu'un qui a passé 21 ans à regarder cela se produire en temps réel. Colt a eu la nouvelle voiture à 16 ans. J'ai eu un abonnement de bus. Les frais de scolarité de Colt ont été payés intégralement. On m'a dit de faire des demandes de prêt et d'être reconnaissante pour l'opportunité. Quand Colt a échoué à 2 cours en 2e année, mon père a appelé ça une mauvaise passe. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, ma mère a dit « Eh bien, tu as toujours été la sérieuse. » Comme si ça expliquait tout. Rien de tout cela n'est l'histoire. C'est juste la toile de fond. L'histoire, c'est ma grand-mère, Eleanor Voss. Eleanor Voss était la mère de ma mère, ce qui est le détail qui a toujours dérouté les gens quand ils ont appris ce qui s'était passé. On s'attendrait à ce que le favoritisme aille dans l'autre sens. On s'attendrait à ce que ma mère protège les dernières volontés de sa propre mère. On s'attendrait à beaucoup de choses qui se sont avérées fausses. Ma grand-mère vivait seule dans une maison blanche sur Sycamore Hill, la même maison où elle vivait depuis 1971, quand mon grand-père l'a achetée au comptant avec l'argent d'un règlement après qu'un accident d'usine lui a coûté 2 doigts. Il ne s'est jamais plaint de ses doigts. Il disait que la maison valait plus que 10 doigts. Il est mort quand ma mère avait 19 ans. Et Eleanor a vécu dans cette maison pendant 30 années de plus après cela, la remplissant de livres, de plantes et d'une collection de bijoux anciens qu'elle avait hérités de sa propre mère et enrichis à chaque décennie. J'étais la petite fille qui lui rendait visite chaque semaine, non par obligation. Par envie. Chaque dimanche, je conduisais jusqu'à Sycamore Hill. J'aidais pour les courses. Je m'asseyais avec elle dans la véranda et l'écoutais parler de sa vie d'une manière dont elle ne pouvait parler avec personne d'autre. Elle m'a parlé de ses 19 ans pendant un été particulier en 1968, qu'elle a décrit comme le dernier été où le monde semblait possible. Elle m'a parlé de la nuit où elle a rencontré mon grand-père à un bal où aucun d'eux ne savait vraiment danser. Elle m'a parlé de la perte d'un bébé avant la naissance de ma mère et de la façon dont ce chagrin vivait dans son corps comme la météo. Elle m'a aussi parlé discrètement, d'une manière qui ne semblait pas importante à l'époque, de l'argent. Pas pour se vanter, pas pour l'annoncer, juste en me le disant comme elle me disait tout, parce que j'étais celle qui restait après que la tarte fut finie et que le café fut froid,
et que tout le monde était déjà parti. Elle avait plus que les gens ne le pensaient. Des investissements que son mari avait mis en place des décennies auparavant et qui avaient tranquillement généré des intérêts composés pour devenir quelque chose de significatif. Une police d'assurance vie dont personne n'avait posé de questions. Les bijoux, qui avaient été évalués 2 fois au cours de la dernière décennie. Et la maison, qui se trouvait sur une colline que les promoteurs convoitaient depuis des années. Elle m'a dit cela quand j'avais 17 ans, assise dans sa cuisine par un après-midi de novembre où les fenêtres étaient embuées par le four. Elle me l'a dit, puis elle a ajouté, « Je veux que ça te revienne. » Je lui ai dit de ne pas parler comme ça. Elle a dit, « Je ne parle pas de mourir, Mara. Je parle de planifier. Il y a une différence. Ton grand-père me l'a appris. » Je ne comprenais pas alors ce qu'elle était déjà en train de faire. L'été de mes 19 ans, ma grand-mère a eu un accident vasculaire cérébral. Mineur, a dit le médecin. Mais elle n'était plus la même après. Sa main gauche tremblait légèrement. Elle était fatiguée à 15 heures. Elle commençait à perdre ses mots en plein milieu d'une phrase, les cherchant comme quelque chose juste hors de portée. Je conduisais à Sycamore Hill 2 fois par semaine après cela, parfois 3. Ma mère a commencé à venir plus souvent aussi, ce qui aurait été touchant si je n'avais pas remarqué le schéma. Elle venait les jours où le conseiller financier d'Eleanor appelait. Elle venait quand le courrier arrivait. Elle a commencé à poser des questions qui ne concernaient pas l'état de santé de sa mère. Des questions sur les comptes, sur les documents, sur le fait de savoir si certaines choses avaient été mises à jour récemment. Ma grand-mère l'a remarqué aussi. Elle ne l'a jamais dit directement. Mais un après-midi, pendant que ma mère était aux toilettes, Eleanor m'a serré la main et a dit « Ne les laisse rien précipiter ». Ses yeux étaient très clairs quand elle a dit ça. L'AVC n'avait pas touché ce qui vivait derrière ses yeux. J'ai dit « Je ne le ferai pas ». Elle m'a serré la main une fois, puis elle a lâché prise. C'était en août. En octobre, ma grand-mère a eu un nouveau visiteur. Mon oncle Philippe, le frère de ma mère, qui s'était historiquement manifesté environ 2 fois par décennie dans des circonstances normales. Il a commencé à apparaître un dimanche sur 2 avec des plats à emporter et un rire un peu trop fort pour une chambre de malade. Lui et ma mère s'asseyaient dans la cuisine pour parler pendant que j'étais avec Eleanor. Je pouvais les entendre à travers la porte quand la maison était silencieuse. J'ai commencé à prêter attention aux mots que je pouvais saisir. Procuration, transfert simplifié. Pendant qu'elle est encore capable de signer. J'ai 20 ans. Je suis assise dans la chambre d'une femme malade en lui tenant la main. Et dans la pièce voisine, ses enfants mesurent ce qu'elle vaut. Je n'ai encore rien dit. J'ai juste écouté. Mais voici ce que je ne savais pas alors. Ce que je ne découvrirai que des mois plus tard, ma grand-mère avait déjà été au téléphone avec un avocat. 3 semaines avant son AVC, alors qu'elle était encore entièrement elle-même, elle était entrée dans un bureau au 2e étage de l'immeuble à Rove en centre-ville et s'était assise en face d'un avocat spécialisé en succession nommé James Whitfield. Elle avait déjà commencé à planifier. Elle avait déjà dit mon nom. Maintenant, avant de vous dire ce que ma grand-mère a mis en place et quand je l'ai découvert, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une pièce où quelque chose d'important se passait et personne ne le reconnaissait? Où vous saviez, et il savait que vous saviez, mais tout le monde continuait simplement à jouer la normalité. Laissez le nom de votre ville dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les gens quand ils écoutent ceci. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, car ce qui s'est passé dans les mois entre cet octobre et mon 21e anniversaire est quelque chose que je dois encore me rappeler que c'est vraiment arrivé. En novembre de cette année-là, ma mère a convoqué une réunion de famille. Cela semble plus formel que ça ne l'était. C'était un dîner du dimanche, poulet rôti, la belle nappe. Mon père et Colt étaient tous les deux là, ce qui était déjà inhabituel car Colt était dans sa 2e année d'études à 4 heures de route et ne rentrait généralement pas pour les dimanches ordinaires. Ma mère avait préparé ce qu'elle allait dire. Je pouvais le dire parce qu'elle utilisait la voix qu'elle employait quand elle avait répété quelque chose. Mesurée, douce, préchargée de raison. Grand-mère Eleanor ne pourra pas rester dans cette maison beaucoup plus longtemps, a-t-elle dit. C'est trop grand. Les escaliers deviennent difficiles. Elle a besoin de plus de soutien que ce que nous pouvons lui donner à distance. Tout cela était vrai, ce qui rendait ce qui suivait plus difficile à contester. Il y a un très bon établissement de soins à Dellwood,
a-t-elle poursuivi. Un endroit charmant, vue sur le jardin. Ils ont un personnel médical complet. Votre grand-mère y serait à l'aise. Dalewood était à 40 minutes. Ma grand-mère avait vécu dans sa maison pendant 50 ans. Chaque livre sur ses étagères avait un souvenir qui y était attaché. La véranda avait été construite des propres mains de mon grand-père. Le jardin était son registre vivant de chaque saison qu'elle avait survécu. Et la maison, ai-je demandé. Ma mère n'a pas bronché. Nous la vendrions. Utiliserions les bénéfices pour financer ses soins. Ce qui resterait après serait partagé entre la famille, ainsi que le reste de ses comptes. Papa s'est agité sur sa chaise. Colt a regardé son poulet. Ma mère a lissé la nappe avec un doigt. Nous gérerions cela ensemble, a-t-elle dit. En famille, ensemble. Voilà ce mot, le mot de camouflage. Que veut grand-mère, ai-je demandé. Mon père a répondu à celle-là, ce que j'ai trouvé intéressant puisqu'il est un gendre, pas un parent par le sang, et n'avait jamais rendu visite à Eleanor un dimanche de toute ma mémoire. Elle comprend la situation, a-t-il dit. Nous lui en avons parlé. Quand, ai-je demandé. Il a regardé ma mère. Elle a pris sa fourchette. La conversation est passée au prochain semestre de Colt. Personne ne m'a rien demandé d'autre. Cette nuit-là, je suis restée assise dans ma voiture dans l'allée de mes parents pendant 20 minutes avant de pouvoir me décider à entrer. J'ai conduit jusqu'à Sycamore Hill le lendemain matin, un lundi. Ma grand-mère était dans son fauteuil dans la véranda avec une tasse de thé qui refroidissait à côté d'elle. Je lui ai demandé si elle voulait déménager à Dalewood. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit, je veux mourir dans cette maison. Je n'ai rien dit. J'ai juste accepté cela. Au bout d'un moment, elle a dit, j'ai déjà parlé à James. James était l'avocat. Elle a prononcé son nom comme on prononce le nom de quelqu'un en qui on a une confiance absolue. C'est en cours de règlement. Qu'est-ce qui est en cours de règlement, ai-je demandé. Elle a souri. Pas le sourire de l'AVC. Le vrai. Celui qui atteignait ses yeux. Tu le sauras quand il sera temps de le savoir, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Je lui ai dit n'importe quoi. Elle a dit, quand le moment viendra, et tu sauras quand il viendra. N'hésite pas. N'attends pas la permission. Ne leur demande pas d'abord. Fais juste ce qui doit être fait. J'ai promis. J'ai repris la route sans savoir ce que je venais de promettre. Mais je le pensais. 3 mois plus tard, la santé de ma grand-mère s'est brusquement dégradée. Février, le plus cruel des hivers. De la glace sur chaque surface et un ciel gris qui semblait personnel. Elle a cessé de manger régulièrement. Le tremblement s'est étendu à sa main droite. Elle dormait la plupart de l'après-midi. Ma mère a commencé à arriver à Sycamore Hill avec une nouvelle urgence. Elle a amené Philippe. Elle a apporté des documents dans des chemises en manille. Elle s'asseyait avec Eleanor le soir et sortait de la chambre avec un air satisfait d'une manière qui me donnait l'impression que mon estomac était en béton. Je lui ai rendu visite un jeudi et j'ai trouvé ma grand-mère assise dans son lit, plus alerte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle m'a tendu la main et quand je l'ai prise, elle a pressé quelque chose de petit et dur dans ma paume, une carte de visite. James Whitfield, avocat en succession. Et sous son nom, de l'écriture de ma grand-mère, une date. Le mardi suivant, 10 heures. Et une note, viens seul. Ne leur dis rien. Je l'ai regardée. Elle a dit, tu as promis. J'ai refermé mes doigts sur la carte. Le bureau de James Whitfield sentait le vieux café et le chauffage de radiateur. Il avait la soixantaine, était posé, avec la manière stable de quelqu'un qui s'était assis en face de trop de familles en deuil pour être encore surpris par l'une d'entre elles. Il m'a indiqué une chaise et a ouvert un dossier de la taille d'un roman. Il m'a dit que ma grand-mère était venue le voir 18 mois plus tôt, avant son AVC, quand elle était complètement elle-même et pouvait le prouver. Elle avait été délibérée, minutieuse. Elle avait apporté des documents. Elle avait écarté toute possibilité d'ambiguïté. Il m'a dit qu'elle avait établi une fiducie entre vifs révocable à son nom, avec moi comme seul bénéficiaire à son décès. La maison, les comptes d'investissement, les bijoux, un compte d'épargne dont je ne connaissais pas l'existence. Tout cela transféré dans la fiducie.
Tout cela à l'abri de l'homologation. Tout cela hors de portée de toute réclamation que ma mère ou mon oncle pourraient faire en tant que plus proches parents. Il a fait glisser une pile de documents sur le bureau. Mon nom tapé sur la 2e page de chaque document. Il m'a dit que, comme c'était une fiducie révocable, elle deviendrait irrévocable à son décès. À ce moment-là, mon rôle de bénéficiaire s'activerait et je devrais signer un formulaire d'acceptation confirmant que je recevais les actifs de la fiducie. Il m'a dit une dernière chose. Il m'a dit, votre mère a fait des demandes de renseignements. Pas des demandes légales, pas encore. Mais elle a appelé ce bureau 2 fois pour s'informer de l'état de la planification successorale de votre grand-mère. Je l'ai dévisagé. Il a dit, je lui ai dit que c'était une affaire confidentielle entre l'avocat et sa cliente. Il a fait une pause. Elle n'a pas aimé cette réponse. Il m'a donné une copie de chaque document du dossier. Il m'a dit de les garder quelque part où mes parents ne pourraient pas y accéder. Il m'a dit de revenir quand ma grand-mère serait décédée. Il m'a dit d'apporter une copie de l'acte de décès. Il m'a dit de ne pas attendre. Ma grand-mère est décédée un jeudi matin de mars, 4 mois avant mon 21e anniversaire. J'ai reçu l'appel à 6h47, alors que je me préparais pour le travail. Elle était partie tranquillement dans son sommeil dans la maison de Sycamore Hill. L'infirmière des soins palliatifs a dit que c'était paisible. Je suis resté assise sur le bord de mon lit pendant un long moment. Puis raclement de gorge j'ai envoyé un SMS à James Whitfield. 2 mots. Elle est partie. Il a répondu en 7 minutes. Venez vendredi. Apportez le certificat quand vous l'aurez. Je suis retourné chez mes parents ce jour-là parce que cela semblait être la bonne chose à faire. Ma mère avait les yeux rouges, véritablement en deuil. Quoi qu'elle soit, elle avait aimé sa mère. Je le croyais. Je le crois toujours. Les gens peuvent aimer quelque chose et quand même essayer de le prendre. Ces 2 choses peuvent exister dans le même corps en même temps. Mon père tenait ma mère. Colt était assis sur le canapé, regardant son téléphone. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Nous avons mangé de la soupe ce soir-là, le genre que ma mère faisait quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. Et dans la cuisine, après que les bols aient été débarrassés, mon père s'est assis en face de moi et a dit de la voix la plus douce qu'il avait, « Nous allons devoir agir rapidement pour la succession, Mara. Ces choses se compliquent si on les laisse traîner. » J'ai dit que je comprenais. Il a dit, « Ta mère et Philippe ont déjà contacté un avocat en succession. » J'ai dit, « Cela semble raisonnable. » Il a dit, « Il y aura quelque chose pour toi. » Évidemment, tu étais très proche d'elle. Le mot « évidemment » a résonné comme une pierre jetée dans une eau calme. J'ai hoché la tête. Je l'ai remercié pour le dîner. Je suis monté. Dans ma chambre d'enfant, au fond du tiroir de mon ancien bureau, derrière un manuel de calcul de première, se trouvait le dossier que James Whitfield m'avait donné. Mon nom sur chaque page. La signature de ma grand-mère sur chaque page. Toute l'architecture de sa protection, assemblée tranquillement pendant que sa famille faisait d'autres plans. Je ne l'ai pas sorti. Je n'avais pas besoin de le regarder à nouveau. Je connaissais déjà chaque mot par cœur. Les 2 semaines suivantes furent une performance, et j'étais la seule actrice à savoir que le spectacle était déjà terminé. Ma mère et Philippe ont agi vite. Je leur accorde cela. Dans les 4 jours suivant le décès d'Eleanor, Philippe avait engagé un avocat en succession. En 1 semaine, ils avaient entamé la procédure de demande d'autorité sur la succession. Ils partaient du principe qu'Eleanor était décédée sans fiducie, ou sans fiducie correctement exécutée, car ils avaient tout fouillé dans la maison et n'avaient rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé parce que ma grand-mère n'avait rien gardé à la maison à trouver. Elle savait qu'ils chercheraient. Chaque document était au bureau de James Whitfield. Chaque original était classé, notarié et daté de 18 mois avant sa mort. La chaîne de son intention était ininterrompue. Ma mère m'a appelé un dimanche et a de nouveau utilisé la voix douce. « Mara, a-t-elle dit, nous allons avoir besoin que tu signes quelques papiers la semaine prochaine, juste pour régler la succession. Des choses de routine. » Elle a fait une pause. L'avocat de Philippe dit que ça devrait être simple. Simple. Un autre mot de camouflage. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a dit, c'est ce que font les familles, ma chérie. Nous prenons soin les uns des autres. J'ai dit, je sais, maman.
Elle a dit, ta grand-mère voudrait que cela se passe sans heurts. J'ai dit, j'en suis sûr. J'ai raccroché. Mes mains étaient très froides. Laissez-moi vous demander quelque chose, parce que je veux vraiment savoir. Avez-vous déjà eu à prétendre ne pas savoir quelque chose juste pour vous protéger jusqu'au bon moment? Pas mentir exactement, juste attendre. Juste rester immobile au cœur de la tempête. Dites-le-moi dans les commentaires, parce que ce que j'ai ressenti pendant ces 2 semaines est quelque chose que je n'ai jamais pu décrire à quiconque n'a pas vécu une situation similaire. Et je veux savoir si c'est votre cas. 8 jours avant mon anniversaire, je suis retourné au bureau de James Whitfield. J'ai apporté l'acte de décès. J'ai apporté ma carte d'identité. J'ai apporté la copie de chaque document du dossier, bien que James ait les originaux. Il m'a guidé pour la signature avec le même calme posé qu'auparavant. Chaque formulaire expliqué, chaque onglet soulevé, chaque page signée avec mon nom à l'endroit où ma grand-mère l'avait déjà écrit. À la fin, il a tout tamponné, classé ses copies et m'a dit que la fiducie était désormais devenue irrévocable. Il m'a dit qu'à compter de ma signature, j'étais la propriétaire légale de la maison de Sycamore Hill, du compte de courtage, du compte d'épargne et des biens personnels, y compris la collection de bijoux. Il m'a dit que la valeur totale s'élevait à environ 890 000 $. J'étais assise sur la chaise en face de lui et je ne sentais plus le sol sous mes pieds. Il m'a dit que la prochaine étape était de déposer un avis auprès du greffier du comté pour établir la fiducie comme propriétaire enregistré de la propriété. Une fois déposée, toute réclamation contradictoire se heurterait directement à un mur. Il m'a dit qu'il y avait une dernière chose. Il a ouvert une petite enveloppe et l'a fait glisser sur le bureau. Mon nom sur le devant, de l'écriture d'Eleanor. Une lettre pliée en 2. Il a dit qu'elle la lui avait laissée il y a 2 ans avec pour instruction de me la donner seulement après la signature des documents de la fiducie. Je l'ai mise dans ma poche. Je ne pouvais pas la lire là. Pas dans le bureau d'un étranger, même un étranger bienveillant. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assise sur le parking. J'ai ouvert l'enveloppe. Une page. Son écriture ferme et régulière, rien à voir avec le tremblement de l'AVC. Elle a dû l'écrire avant que tout ne change. Elle m'a dit qu'elle savait ce que ses enfants étaient. Elle l'a dit sans amertume, comme on annonce la météo. Elle a dit qu'elle aimait ma mère et Philippe et que cet amour n'avait rien à voir avec la confiance. Et apprendre à faire la différence avait été la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Elle a dit qu'elle m'avait choisi parce que j'étais celle qui était là. Pas pour ce que j'obtiendrais, mais pour elle. Elle a dit, j'ai besoin que tu saches que ce que je t'ai laissé n'est pas seulement une propriété. C'est une preuve. La preuve que quelqu'un dans ta vie t'a vu clairement, jusqu'au bout, et a pensé que tu valais la peine d'être protégé. La dernière ligne, ne t'excuse pas pour ce que tu savais. J'ai plié la lettre. Je l'ai tenue contre ma poitrine un instant. Puis j'ai démarré ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, où une fête d'anniversaire était en préparation et où personne ne savait que la fête était déjà terminée. Mon anniversaire était un samedi. Il y avait un gâteau. Il y avait des ballons, argentés et dorés. Ma mère avait commandé une bannière. Ma tante est venue de 2 villes plus loin. Colt est arrivé avec une fille que je n'avais jamais rencontrée et qui a semblé confuse quant à l'endroit où elle se trouvait pendant tout l'après-midi. Mon père était le plus heureux que je l'ai vu depuis des mois. Il se déplaçait dans la pièce avec la légèreté d'un homme qui a déjà dépensé de l'argent qu'il n'a pas encore. Il remplissait les verres. Il riait de ses propres blagues. Il touchait l'épaule de ma mère de cette manière affectueuse qu'il n'adoptait que lorsqu'il se sentait en sécurité à propos de quelque chose. Avant de couper le gâteau, mon oncle Philippe est arrivé. Il avait conduit 3 heures. Il portait une chemise à boutons et tenait un portefeuille en cuir. Il a embrassé ma mère sur la joue et a serré la main de mon père. Et ils ont échangé un regard à travers la pièce que je n'étais pas censé voir et que je n'aurais pas pu manquer. Le portefeuille. Même énergie que le dossier de WDE dans l'autre histoire. Même confiance tranquille d'un homme qui a déjà dépensé de l'argent qui n'est pas le sien. Au milieu de l'après-midi, mon père m'a prise à part dans le couloir. Il a posé sa main sur mon épaule. Il a souri de la manière dont les parents sourient quand ils pensent qu'ils sont sur le point d'être généreux. « Grand jour, ma grande », a-t-il dit. « Maintenant que tu as 21 ans, il y a des affaires de famille que nous devons régler. La succession de ta grand-mère est en cours de traitement,
et nous voulons que tu sois impliqué. Que tu sentes que tu fais partie de la décision. Partie de la décision? J'ai hoché la tête. Ça me va, papa. Il a serré mon épaule. Nous nous assiérons cette semaine. Ta mère et Philippe ont tout géré. Ce sera rapide. Juste quelques signatures. J'ai souri. Je vais libérer mon emploi du temps. Il est retourné dans le salon, satisfait. De la manière dont les hommes marchent quand ils croient avoir géré quelque chose. Quelques minutes plus tard, Philippe m'a trouvé à la table des encas. Il avait le portefeuille sous le bras. Sa voix était basse, amicale, la chaleur travaillée de quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Je veux m'assurer que tu te sens prise en charge dans tout ça, a-t-il dit. Ta grand-mère t'adorait. Il devrait y avoir quelque chose de mis de côté. À quoi ressemble quelque chose, ai-je demandé. Il a nommé un chiffre. 30 000 sur 890 000. Je l'ai regardé et j'ai pensé à ma grand-mère pressant une carte de visite dans ma paume. Tu le sauras quand il sera temps de le savoir. J'ai pensé à la lettre dans la poche de ma veste en ce moment même, pliée en deux. Ne t'excuse pas pour ce que tu savais. J'y réfléchirai, ai-je dit. Philippe a hoché la tête comme s'il avait déjà conclu l'affaire. Il est allé trouver ma mère. La fête s'est terminée à 19h. Les gens sont partis avec des étreintes et des vœux. À 19h07, lorsque la dernière voiture d'invités a quitté l'allée, mon père a fermé la porte d'entrée, m'a regardé et a dit, cette semaine, Mara. Ne laisse pas traîner. J'ai dit, je ne le ferai pas. Lundi matin, 8h, le bureau du greffier du comté ouvre. Lumière fluorescente. Une femme au comptoir avec des lunettes de lecture et un presse-papier. James Whitfield entre 12 minutes avant que ma mère et Philippe ne doivent arriver au bureau de l'avocat en succession de l'autre côté de la ville. Il présente les documents de la fiducie, l'acte de décès et un acte de propriété certifié transférant la propriété enregistrée du bien de Sycamore Hill à la fiducie entre Vif et Eleanor Voss, avec Mara Ellison comme seule bénéficiaire. La greffière examine la chaîne de titres. Elle est claire. Elle est datée de 18 mois avant le décès d'Eleanor. Elle la tamponne, enregistrée. À partir de ce moment, le registre de la propriété indique un seul propriétaire, la fiducie. Le nom de ma grand-mère, mon nom en dessous. À 9h15, ma mère et Philippe s'assoient avec leur avocat en succession et présentent la succession d'Eleanor pour traitement. L'avocat vérifie le titre de propriété de la maison de Sycamore Hill. Son écran affiche une fiducie déposée il y a 18 mois. Une fiducie entre vifs, irrévocable au décès. Une désignation de bénéficiaire qui n'inclut pas les enfants. Philippe dit que c'est impossible. L'avocat dit qu'il leur recommanderait de parler avec le fiduciaire inscrit au dossier. Le fiduciaire est James Whitfield. L'expression de Philippe, m'a-t-on dit, était l'expression d'un homme regardant un bâtiment entier qu'il pensait posséder cesser tout simplement d'exister. Mon téléphone sonne à 10h47. Ma mère. Je suis dehors sur les marches de mon appartement avec une tasse de café, observant un moineau s'affairer à quelque chose sur le trottoir. Je réponds à la deuxième sonnerie. Sa voix n'est pas la voix douce. C'est la voix sous la voix douce, celle qu'elle utilise quand la performance a coûté trop cher pour continuer. Que as-tu fait, dit-elle. J'ai accepté ce que grand-mère m'a laissé. Tu as agi dans notre dos. Sa voix se brise. C'était ma mère, Mara. Je le sais. Tu n'avais aucun droit. Elle m'a donné le droit, maman. C'est tout le problème. Elle a pris cette décision avant de tomber malade, avant tout ça. Elle l'a prise quand elle était entièrement elle-même, et elle a signé de son nom, et elle l'a déposée chez un avocat, et elle a laissé une lettre expliquant exactement pourquoi. Silence. Elle ne nous faisait pas confiance, dit ma mère comme un diagnostic. Elle ne faisait pas confiance à ses propres enfants. Je tiens le téléphone et je regarde le moineau, et je réfléchis à la façon de dire la chose suivante sans être cruel, car ce n'est pas ce que je veux être. Mais être honnête est quelque chose que je lui dois. Que je me dois. Elle t'aimait, maman. Elle t'aimait, toi et Philippe. Elle me l'a dit dans la lettre. Elle ne vous faisait simplement pas confiance avec ça. Et après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, les documents, les demandes de renseignements au bureau de James, le plan que vous mettiez en œuvre pendant que j'étais assise avec elle durant ces derniers mois,
je pense qu'elle a eu raison de ne pas le faire. Ma mère ne dit rien pendant un long moment. Quand elle reparle, sa voix est très faible. Nous allions prendre soin d'elle. L'argent devait servir à ses soins. Ces soins étaient déjà payés, dis-je. James avait mis en place une directive sur les soins de santé et un fonds de soins il y a 2 ans. Il n'y avait rien à gérer. Le plan était déjà en place. Le plan n'incluait simplement pas la redistribution de ce qui restait. Un autre long silence. Je peux entendre ma mère respirer. Je dois y aller, maman. Je t'appellerai jeudi. Je raccroche. Mes mains tremblent. Pas de colère, mais à cause du poids de tout ça. De la façon dont l'amour, le chagrin et la déception appuient tous sur les mêmes terminaisons nerveuses, et on ne peut plus les distinguer. Je reste assise sur les marches jusqu'à ce que les tremblements cessent. Le moineau est parti. Le trottoir est vide. Quelque part en ville, mon oncle Philippe passe des appels. Quelque part, mon père se tient dans une cuisine qu'il pensait temporaire, réalisant qu'elle est permanente. Et sur Sycamore Hill, dans une maison avec une véranda et un jardin et 50 ans de la vie de ma grand-mère à l'intérieur, le titre de propriété indique maintenant exactement ce qu'elle a toujours voulu qu'il indique. Les conséquences arrivent comme elles le font toujours dans ces cas-là, pas tout en même temps, mais par morceaux. Chacun atterrissant avec son propre son particulier. Philippe a engagé un avocat pour contester la fiducie. L'avocat a passé 2 heures à examiner les documents, a facturé son temps à Philippe et l'a avisé que contester une fiducie entre vif irrévocable établie par un donateur mentalement compétent 18 mois avant son décès, dûment attesté et notarié. Sans motif d'influence indue et avec une bénéficiaire qui avait une documentation contemporaine de l'intention de sa grand-mère n'était pas une stratégie viable. Philippe a payé cette facture. Il n'a pas retenu les services de l'avocat. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Pas un silence de punition. Un silence de deuil. J'ai compris la différence, même si ça faisait mal. Elle avait perdu sa mère et découvert quelque chose sur elle-même dans la même saison. C'est une combinaison difficile à porter. Mon père, à son crédit, a été le premier à appeler. Il a dit, je te dois des excuses. J'ai dit, en effet. Il a dit qu'il le savait. Il l'a dit simplement, ce que j'ai respecté. Il a dit qu'il avait été dans une situation financière qui l'avait rendu désespéré et que le désespoir l'avait transformé en quelqu'un qu'il ne voulait pas être. Il a dit qu'il s'était raconté une histoire où vendre la maison aidait tout le monde et que l'histoire avait été assez pratique pour qu'il ne l'examine pas de trop près. Je lui ai demandé s'il avait déjà vraiment rendu visite à ma grand-mère en dehors de la dernière année, en dehors de l'époque où elle avait de l'argent. Il est resté silencieux un moment. Puis, non. J'ai dit que j'appréciais les excuses et je le pensais. Nous n'avons pas tout réparé ce jour-là. On ne répare pas 21 ans en un seul appel téléphonique. Mais nous avons commencé, ce qui est quelque chose. Philippe et moi n'avons pas parlé. Je ne sais pas si nous le ferons. Certaines portes se ferment et ce n'est la faute de personne. C'est juste la forme de ce qui s'est passé. D'autres portes restent fermées parce qu'une personne est passée et l'a verrouillée de l'autre côté. Je n'ai pas encore décidé de quel type de porte il s'agit. Mon frère Colt m'a envoyé un SMS une semaine après que tout soit sorti. Le SMS disait, je ne savais rien de tout ça. C'est vrai. Il ne savait pas. C'était un gamin à qui on avait donné des avantages sans en comprendre le coût. Ce n'est pas de l'innocence exactement, mais ce n'est pas de la culpabilité non plus. Il m'a renvoyé un SMS 2 jours plus tard et a dit, je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Je suis encore en train de décider quoi faire de ça. Je suis allé à la maison de Sycamore Hill un matin d'avril, alors que les cornouillers commençaient à peine à s'ouvrir. Je suis entré avec la clé que ma grand-mère m'avait donnée quand j'avais 16 ans. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. La véranda avait encore son fauteuil. Les livres étaient toujours organisés comme elle les aimait. Ses lunettes de lecture étaient sur la table d'appoint à côté d'une tasse qu'elle n'a jamais pu finir. La table de la cuisine, solide et en chêne, occupait la même position qu'elle avait depuis avant ma naissance. J'ai traversé chaque pièce. Dans la chambre, les boîtes à bijoux étaient sur la commode. J'en ai ouvert une. Un collier de perles que ma grand-mère portait chaque Pâques aussi loin que je me souvienne. Je les ai tenues un moment, chaudes et froides à la fois. Dans le tiroir supérieur de sa table de chevet, j'ai trouvé une photographie.
Moi et Léanor, de l'été de mes 11 ans, debout dans le jardin avec les roses derrière nous. Nous plissons toutes les deux les yeux face au soleil. Je ris de quelque chose. Elle me regarde avec une expression que, quand j'avais 11 ans, je pensais simplement être la façon dont les grands-mères regardent leurs petits-enfants. En la regardant maintenant, je sais exactement ce qu'est cette expression. C'est le regard de quelqu'un qui a déjà décidé quelque chose d'important et qui le regarde se confirmer en temps réel. Elle a décidé pour moi bien avant que je sache que j'avais besoin qu'on décide pour moi. Je me suis assise sur son lit et j'ai laissé le sentiment venir. Pas une crise de larmes, pas une performance, juste une inondation silencieuse que j'ai laissé me traverser comme elle m'avait appris à laisser les choses difficiles passer plutôt que de rester bloqué. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais protégé. Pour tout ce que cela avait coûté. Pour la famille que j'aurais aimé que nous soyons et la famille que j'avais réellement aimée, qui était la même famille, ce qui est la partie que personne ne vous dit sur le deuil. J'ai pleuré parce qu'elle était partie et qu'elle avait été la personne qui rendait le monde supportable. Et puis j'ai plié la photographie dans ma poche, à côté de sa lettre, et j'ai traversé la maison une dernière fois et j'ai ouvert chaque fenêtre. Voici ce que je veux vous dire, parce que je pense à qui pourrait écouter ceci. Je ne raconte pas cette histoire pour prouver que j'ai gagné. Je n'ai pas gagné. On ne gagne pas quand les gens qui vous blessent sont les gens qui sont censés vous aimer. On y survit, c'est tout. On y survit, espérons-le, on en sort de l'autre côté en se reconnaissant encore. Je raconte cette histoire parce que ma grand-mère a compris quelque chose que j'ai passé la dernière année à apprendre à comprendre. Elle a compris que l'amour et la protection ne sont pas toujours la même personne. Que les gens qui sont censés vous garder en sécurité n'en sont pas toujours capables. Non pas parce que ce sont des monstres. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'ils se sont raconté une histoire sur ce qu'ils méritent et ils avaient besoin que vous la cosiniez. Elle ne pouvait pas changer qui étaient mes parents. Elle ne pouvait pas en faire les personnes que je méritais. Mais elle pouvait s'assurer que, quoi qu'ils décident d'être, j'ai de la terre ferme sous les pieds. Elle pouvait s'assurer que la chose qu'elle avait construite de son vivant ne soit pas démantelée dans la saison de sa mort. Elle m'a donné cela tranquillement, sans le dire à personne. Avec la patience de quelqu'un qui sait que le bon moment compte autant que la bonne action. Mon grand-père lui disait, apparemment, qu'une bonne préparation, c'est juste de l'amour appliqué au futur. Je ne l'ai appris que par James Whitfield, qui m'a dit qu'Eleanor l'avait cité lors de leur première rencontre. Elle a dit qu'elle était là parce qu'elle voulait appliquer un peu d'amour au futur. J'y pense beaucoup. Je me suis inscrite à l'université cet automne-là. Je vis toujours près de Sycamore Hill. Certains week-ends, je m'assois dans la véranda et je lis, de la même manière que je m'asseyais avec elle, et la maison sent toujours exactement comme elle. Comme de vieux livres, de la terre de jardin et quelque chose de doux que je n'arrivais pas à nommer avant. Je sais ce que c'est maintenant. C'est juste de la chaleur. C'est juste une maison qui a été aimée pendant 50 ans. C'est tout. C'est tout. Ma mère et moi nous parlons au téléphone maintenant. Le dimanche principalement. Ce n'est pas la relation que je voulais. Mais elle est honnête d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Et je pense que l'honnêteté pourrait être le fondement de tout le reste. Je ne sais pas encore. Nous la construisons avec soin. La maison n'est pas à vendre. Je l'ai dit à tous ceux qui ont demandé. Pas maintenant. Jamais. Certaines choses ne sont pas une question d'argent. Ma grand-mère le savait. Elle a essayé de l'enseigner à ses enfants et ça n'a pas pris. Alors, elle me l'a enseigné à moi à la place. Et je le porte comme on porte quelque chose que l'on n'a pas mérité. Avec une gratitude si profonde qu'elle ressemble parfois à du chagrin, parce que la personne qui vous l'a donné est partie. Si vous écoutez ceci et que vous avez été dans une famille où l'amour était conditionnel, où vous deviez mériter une protection de base, où le mot famille était utilisé comme un levier, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'imaginez rien. Et vous n'avez pas tort de vous en protéger. Parfois, les gens qui vous aiment vraiment sont déjà partis. Parfois, ils ont planifié pour vous des années avant que vous ne sachiez que vous en aviez besoin. Et parfois, tout ce que vous avez à faire est de vous présenter, de signer le papier et de tenir la promesse. Avant de partir, une dernière question. Si vous pouviez protéger une chose dans votre vie, un lieu, une relation, une promesse que quelqu'un vous a faite, quelle serait-elle? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux.
Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui avait besoin de l'entendre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'adorerais vous avoir ici pour la prochaine.